Chers amis du potager du paresseux, cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais mise en ligne le 30 avril et qui s'appelle Le potager du paresseux, tomates greffées, une bonne idée ou pas. Donc le résultat et la réponse à cette question est dans la vidéo qui suit. La regarder sans avoir vu l'autre vidéo n'a pas véritablement d'intérêt puisque c'est une réponse à une question. Donc si vous n'avez pas compris la problématique qui m'avait incité à essayer le greffage, vous ne comprendrez peut-être pas très bien la réponse que je vais vous apporter. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors avant d'en venir aux images sur cet essai, je me suis rendu compte en regardant les compteurs de la vidéo précédente sur YouTube que ce thème de la tomate attire énormément de monde. Ce sont des vidéos qui sont regardées bien plus que les autres vidéos. Dommage pour les autres légumes, tant mieux pour les tomates, qui restent une production un peu mythique, pour ne pas dire mythologique, pour les jardiniers. En avoir des bien grosses et semble vraiment important pour beaucoup de jardiniers. Donc, si vous passez par là, alléché par le titre sur greffage de tomates, etc., sans connaître, on va dire, le logiciel du potager du paresseux, ben, sachez d'abord qu'il y a presque 100 vidéos qui expliquent ce qu'est le potager du paresseux. Je vais vous le résumer en un mot. Potager du paresseux est une tentative de produire beaucoup de légumes avec des méthodes plus que bio, c'est-à-dire je me fixe des critères bien plus rigoureux que le bio, et notamment j'écarte l'ensemble ou la quasi-totalité des pesticides autorisés en bio. J'écarte tout usage d'engrais, y compris ceux qui sont labellisés en bio, et je me dispense de tout travail du sol. Donc ce que vous allez voir a été produit dans ces conditions, aucun traitement, d'aucune sorte. Pas de décoction, rien. La paresse intégrale. Aucun engrais, d'aucune sorte, mis à part la couverture de foin qui se trouve au niveau du sol. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo qui s'appelle « Pourquoi la phénoculture ?» et qui explique pourquoi j'utilise du foin et non pas d'autres cochonneries que certains utilisent. Pas de compostage, beaucoup trop de travail pour gaspiller de l'énergie et sans aucun travail du sol. À l'endroit où se trouve cette serre, il y avait il y a 6-7 ans, 7-8 ans, c'est relativement au début du jardin, oui, 8 ans, une prairie qui n'a jamais été touchée. C'était donc une prairie fauchée, roulée du foin par-dessus, cultivée pendant plusieurs années avant que j'avais cette serre. Et donc en 2017, j'ai installé cette serre à cet endroit et j'ai toujours refusé de travailler le sol. Donc c'est avec ces critères qu'il faut regarder les images qui suivent. Alors j'ai mis mon beau chapeau de ville parce que je vais me permettre de saluer certaines des personnes qui ont fait des commentaires d'une clairvoyance. Il y en a qui craignaient que je manquerais de légumes, que je ne produirais rien avec des méthodes comme ça. Lisez un peu des commentaires sur certaines des vidéos, vous trouverez de ces conneries. Il y a de ces imbéciles qui se sont foutus le doigt dans le nez. J'ai des tomates, je vais remplir ce soir, là, ou demain plutôt, parce que ce soir, je vais monter la vidéo, mais demain, je vais descendre avec une bassine à linge et remplir une bassine à linge de tomates dans ma serre. Donc, avec ces critères, pas un rond dans des pesticides, pas un rond dans des décoctions, beaucoup de travail, pas un rond dans, pas un effort dans du travail du sol, rien. Enfin, rien, si. Une technologie qui est tout autre, que j'appelle le logiciel du potager du paresseux. Donc, si vous passez par là, regardez les autres vidéos. Sachez que j'ai aussi écrit 2 livres qui expliquent ça.
qui portent dans leur titre le potager du paresseux. L'un, c'est le potager du paresseux, 2 points, produire des légumes, etc. etc. Et l'autre, c'est réussir son potager du paresseux, au cas où tout ça vous intrigue, vous intéresse, vous interpelle et que vous voudriez en savoir plus parce que vous avez été alléché par les tomates. Pour moi, les tomates, c'est juste un petit épiphénomène parmi 36 autres productions, toutes faites comme je viens de vous raconter, et c'est pour ça que ça s'appelle le potager du paresseux et non pas le potager de l'agité. Il y a beaucoup de potagers d'agités, des millions de potagers d'agités en France. Il commence à y avoir de plus en plus de potagers du paresseux. Je suis assez content. Allez, je vous laisse regarder les images. Chers amis du PP, 30 juillet, c'est pas vraiment la canicule, mais quand même, un peu cani, et je n'en dirai pas plus. Il y a quelque temps, je crois que c'est le 30 avril, mis en ligne une vidéo où j'expliquais ce que j'attendais de ma première tentative de greffer des tomates. Cultivées donc en primeur dans cette serre. C'est les seules tomates que j'ai greffées, des variétés plutôt précoces, voire très précoces. Pas si confortable ce poteau. Il fait un peu mal où je pense. Précoces ou très précoces, mais plantées ici. Par contre, les autres tomates sont, comme on dit, francs sur pied. C'était donc une expérience et je voulais vous restituer un peu mes impressions sans nécessairement faire des grands calculs, des pesées, parce que c'est extrêmement fastidieux sur les tomates. Entre la première tomate sur laquelle on se jette, on oublie de la peser, puis après on en ramasse, etc. Mais, et puis de toute façon, je ne veux pas vous imposer votre point de vue. Je vais vous dire aujourd'hui, au vu des résultats, les conclusions auxquelles je suis arrivé pour moi et ce que je ferai l'année prochaine. Ce que vous faites n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et donc, vous m'imitez parce que vous trouvez ça intéressant, vous m'imitez surtout pas parce que je vous raconte des cracks, vous m'imitez pas parce que greffer, c'est une technologie beaucoup trop compliquée ou beaucoup trop sulfureuse, ou c'est manipuler le vivant. Votre choix, je le respecte chez vous, je m'occupe du mien. Alors, je dois faire cette vidéo dans des conditions un peu difficiles, pour une simple raison, ça fait 2 ou 3 jours que je dis à ma femme, chaque fois qu'elle veut récolter les tomates, attends, je veux d'abord finir la vidéo pour que les gens puissent voir. Et je crois que à force de dire attends, elle va dire tu commences à me gonfler grave. Elle ne le dira pas comme ça, elle récoltera tout simplement les tomates. Donc allons jeter un coup d'œil, même si là-dedans c'est un peu la fournaise et que les tomates seront peut-être un tout petit peu cuites. Au passage, sachez que le parapluie, connu chez nous pour se protéger de la pluie, a une grande utilité en Afrique où il protège du soleil. C'est même un signe, un peu ostentatoire d'aisance. Le chef de village, par exemple, vous recevra assez souvent avec son parapluie se protégeant du soleil pour montrer que lui, il a les moyens de se payer un parapluie. Comme quoi, para quelque chose, pluie ou soleil, c'est parfois la même technologie. Et ce qu'on veut afficher avec son parapluie, chez nous c'est plutôt il pleut, j'ai peur de sortir. Ça peut aussi être dire je suis un notable et je peux me payer un parapluie. Donc prenez plutôt cette deuxième version. Je suis un notable du potager du paresseux et je me paye ce magnifique parapluie. Il est vraiment horrible, je ne sais pas d'où il sort, mais je viens de le choper là en partant. Alors impossible de se faufiler entre mes pieds de tomate avec mon parasoleil. Je vais essayer donc de vous commenter
quelques-unes de ces pieds de tomates. Alors, on ne peut pas dire que stricto sensu, j'ai cultivé ça de la même façon, parce que les tours d'irrigation à ma droite là-bas, sur votre gauche, ou là-bas, n'ont pas toujours été rigoureusement les mêmes, de même que le passé, ce qui a été cultivé à certains de ces endroits, n'était pas toujours la même chose. Mais néanmoins, on va essayer de s'y retrouver. Vous avez devant vous là, alors que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5 branches d'un pied de Grégory Altaï greffé sur un porte-greffe hybride F1 qui s'appelle Protector. Et vous avez là, je filmerai un peu plus en détail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grosses tomates et d'autres qui sont encore en devenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à ce stade. Donc, c'est tout à fait spectaculaire pour moi et c'est donc un résultat du greffage, en sachant que j'en ai déjà récolté sans filmer. Il y a là au moins 1, 2, j'en ai récolté au moins 2 sur ce pied. Alors ici, devant moi, un pied de Grégory Altaï non greffé. Alors cette scène, je la reconstitue le lendemain parce qu'hier il y a dû y avoir un cafouillage. Donc il y a sans doute mon épouse qui a récolté peut-être 1, peut-être 2, mais vous voyez que ça n'a rien à voir. Une qui est rougeoyante, une deuxième ici qui est rougeoyante, de taille inférieure à ce que vous avez vu sur l'autre. Et donc elle est montée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiges à peu près donc comme l'autre. Et vous voyez la taille, ça m'arrive un peu au-dessus du genou alors que je vais incruster la photo. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de recul. Le pied greffé m'arrive à hauteur de poitrine. Donc, sur ces pieds-là, il n'y a pas photo, comme on dit. Ne vous inquiétez pas de ces petits trucs de blancheur qui traînent là-dessus. Ce sont tout simplement ces aigrettes de ces semences de laitue qui sont tombées là-dessus. Il faut que je les récolte très rapidement. Donc voilà, c'est le seul Grégory Altaï non greffé que j'ai. Pas véritablement malade, mais chétif. Donc il n'est pas bien. Il n'est pas bien, contrairement donc à l'autre. Alors ici, deuxième pied, qui est un Stupis greffé sur un autre porte-greffe hybride F1 Super Pro. Voilà, je ne retrouvais plus le titre. Alors Stupis est une petite tomate ultra précoce. C'est la première qui a produit dans la serre. C'était un pied qui était là-bas, qui produisent, on va en voir, des non greffés. Et là encore, une production largement supérieure en quantité et en taille à ce que j'ai obtenu sur les pieds non greffés. Il y en a là au moins, donc, alors je l'ai monté sur 1, 2, 3, une tige qui a été cassée, 4,
5, 6 brins. 6 brins qui ont à peu près atteint cette taille. Ce qui, pour Stupis, qui n'est pas une plante très vigoureuse, elle ne peut pas être à la fois extrêmement précoce, extrêmement vigoureuse, extrêmement résistante. N'attendez quand même pas que la sélection vous fasse une plante miracle. Et donc, elle a une belle réserve, 1, 2, 3, 4, 5 tomates rouges, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et encore des petites qui vont venir. Donc, voilà pour Stupis. À noter que cette Stupis ici avait une quinzaine de jours de retard. Donc là, j'ai récolté la première Stupis, environ une quinzaine de jours de retard par rapport à des Stupis non greffés que je vais vous montrer dans un instant. Alors ici, une Stupis encore, non greffée. Donc celle-là, elle a l'air comme ça en bonne santé, pas de signe manifeste de dessèchement. Elle continue de fleurir et de fructifier, donc de faire des petits fruits, a priori, signe que, de son point de vue, tout va bien. Montée sur 3 branches plus une toute petite qui traîne par terre ici derrière, vous voyez que il n'y a pas photo par rapport au Stupis greffé que je vous ai montré. La production sera incroyablement plus faible, même si donc là elle est honorable. 1, 2, 3, 4, 5 qui sont en train, 6 qui sont en train de rougir. Vous voyez ce fruit de taille moyenne, c'est une caractéristique de Stupis. Là il est un peu plus grand, c'est la contrepartie de sa précocité, puisque donc ses pieds non greffés, un qui est là-bas et qui a crevé d'ailleurs, était le premier à produire une tomate rouge, si ma mémoire est bonne, tout début juillet. Donc voilà, différence nette, même quand il n'y a pas de maladie. Alors ici, un peu étouffé par ces laitues dont je veux récupérer les graines, une Tigerella, une autre variété assez précoce. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que c'était Bloody Butcher, la deuxième. Ça a été Tigerella. Là encore, un pied non greffé, 2 branches seulement, enfin, dont une toute petite, là, 1 ou 2 rejets, mais disons 2 branches avec encore un fruit, très faible production, sans doute une maladie du pied en plus, peut-être de mildiou, je ne sais pas quelle maladie cryptogamique qui a attaqué les feuilles du bas. Donc résultat très faible. À ma gauche ici, vous avez un ou deux pieds qui sont des pousses spontanées d'une tomate cerise un peu orange qui était là, donc déjà un pied qui était là l'an dernier, qui a repoussé spontanément, qui a priori se porte relativement bien pour avoir un tout petit peu de maladie au pied, enfin de maladie des feuilles au pied, et qui continue une petite production. Donc ces tomates cerises sont souvent un peu plus sauvages et donc un peu plus résistantes que des variétés plus recherchées, plus sélectionnées. C'est le fait que on a moins avancé dans la sélection, on est plus proche sur les tomates cerises de tomates sauvages, ce qui leur donne souvent cette vigueur un peu anarchique, ce qui donne évidemment la rançon, c'est le fait d'avoir des petits fruits. L'avantage, un autre avantage, donc en dehors de la croissance un peu anarchique,
c'est une relative résistance aux maladies et à différents parasitismes qui peuvent se développer. Que je voulais vous montrer, donc totalement malade, desséché, qui était donc la première Stupice qui a produit ici les premiers fruits. Et donc maintenant, vu que le pied a pourri sur place, il reste ces fruits absolument ridicules. Je vais l'arracher devant vous. J'attendais que la caméra soit de sortie et vous voyez que le système racinaire ne s'est pas bien développé sans que, à ce stade-là, je sois en mesure de vous dire ce que c'est. Je ne vois a priori pas les nodosités qui constituent les signes d'une attaque sévère de nématodes, mais par contre, tout l'extérieur de la racine est pourri. Il se pourrait, parce que j'ai eu dans cette zone, comme sur une des Gregory Altai greffées là-bas, une de sévères attaques de fourmis, et il se pourrait que ces fourmis qui en fait élèvent des pucerons sur les racines, il se pourrait que cette grosse quantité de pucerons ait provoqué la pourriture de ces racines. On n'en voit plus, mais les fourmis avec leurs pucerons sont en train de disparaître. En tout cas, si c'était le cas, ce pied non greffé ici aura été carrément exterminé, tandis que là-bas, un pied de Gregory Altai, lui, s'en est très bien sorti avec les mêmes fourmis aux pieds. Alors ici, devant moi, c'est peut-être pas entièrement dans le champ, je n'arrive pas à reculer plus la caméra à cause de la bâche. Ça, c'est Bloody Butcher greffé sur Protector. Un peu moins vigoureux, néanmoins 1, 2, 3, 4, 5 branches qui sont montées, dont 3 qui se portent vraiment bien, vigoureuses, et 2 qui sont plus petites. Des tomates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là en bas il y en a encore 7, 8 prêtes à être consommées, et au moins autant, si ce n'est un peu plus, en réserve. Donc moins spectaculaire que la Stupice et surtout que la Gregory Altai, mais néanmoins tout à fait satisfaisant. C'était pas la première, hein, c'était plutôt la troisième à être mûre. Alors ici, devant moi, sans doute, la tomate la plus spectaculaire dans la serre. Une branche que malheureusement j'ai coupée, j'ai mal, couper les gourmands en coupant la tête principale. Sinon, 1, 2, 3, 4, ça c'est une autre là-bas, 5 branches couvertes de ces grosses tomates dont les premières donc, sont en train de rougir ici et même, je dirais un peu plus, en train de cuire tellement la température dans la serre est élevée. Donc 2, 3 qui sont prêtes à être cueillies et quelques-unes qui vont suivre. Il y a là-dessus, je vais vous donner le nombre total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et encore une petite, une trentaine de tomates d'un calibre absolument spectaculaire. Et c'est donc la deuxième variété à avoir été mûre.
Et donc là, on est sur du Grecory Altaï toujours, mais sur un porte-greffe Protector, qui est un autre porte-greffe, il me semble. Je me souviens plus ce que je vous ai dit pour devant. Alors, ici, vers la sortie de la serre, un plan greffé un peu moins spectaculaire. C'est, si je ne m'abuse, je vérifie quand même, Previa, hein, qui est un hybride déjà. Donc la partie aérienne ici est un hybride normalement réputé pour sa précocité et greffé sur Super Pro, donc l'une des deux variétés de porte-greffe que j'ai utilisées. Là aussi, donc une production assez spectaculaire en attente, hein, de tomates de taille moyenne, équivalente, peut-être un tout petit peu plus grande que celle du pied non greffé qui est juste en vis-à-vis. En tout cas, la croissance de la plante et la taille qu'elle a atteint et la production qu'elle atteint n'a rien à voir avec le Previa non greffé qui est juste ici et là sur une variété hybride, donc censée déjà être très productive. Donc voilà, je ne compte pas des tomates, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, déjà relativement avancées, et je ne parle pas des toutes petites qui sont en train de se former parce que la croissance continue, la floraison continue, les fécondations continuent. Ces pieds sont peu en souffrance, on pourrait parler un peu de mildiou parce qu'il y a un peu de mildiou au ras de la terre. Donc un de ces quatre, je ferai un peu de nettoyage des feuilles malades. Alors, ici, je dégage un petit peu de place à travers cette carotte qui est montée en graines ici et à qui je vais laisser une chance, même si on verra que un jour dans une autre vidéo que ce n'est pas aussi simple. Là, c'est un Mountain Magic qui se reconnaît par le fait qu'elle fait des sortes de grappes Mountain Magic sur Protector. Hein, donc greffé, là encore, 1, 2, 3, 4 là-bas derrière, 5, 6 branches qui se portent bien. Je continue de les enrouler sur leur fil avec une profusion de tomates. Je ne les compte même pas. Je ferai quelques gros plans pour vous montrer tout ça. Donc greffé sur Protector et là encore, le résultat est là. Alors en comparaison ici, le pied de Previa non greffé. Vous avez des tomates qui sont rouges, une production qui n'est pas à proprement parler ridicule, mais qui n'a rien à voir. On ne joue pas dans la même dimension. Là, 1, 2, 3, il y en a même qui sont brûlés. Tiens, si vous ne connaissez pas les brûlures sur tomates, ici près de la sortie, en sachant qu'on est côté sud, là, sud-ouest, cette tomate qui n'a pas été protégée par des feuilles a brûlé. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit topo depuis mon bureau, je serais bien mieux. Hein. Mais là, donc, on va compter ces deux-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de tomates. Ah non, j'en ai raté deux là en bas. 12 tomates sur ce pied, montées essentiellement sur 3 branches. Vous voyez tout de suite la différence de productivité de ces pieds en quantité de tomates. En taille de tomates pour Previa, ce n'est pas marquant, même si en comparant, on verrait quand même que celles-là sont un peu plus petites que les autres là-bas. Voilà, je me suis extrait de la serre en nage. J'espère que mon cardiologue, alors je sais qu'il a lu mes bouquins, j'espère qu'il ne regarde pas mes vidéos, sinon au prochain check-up, il va m'engueuler. Qu'est-ce que je foutais sous le soleil en pleine canicule?
Je vous propose de vous livrer ma conclusion après avoir bu un coup et bien au frais, un coup d'eau, hein, je parle d'eau gazeuse, bien au frais dans mon bureau pour tirer ce que je pense pouvoir tirer de ce qu'on vient de voir. Au passage ici, quelques semis, beaucoup endommagés par des oiseaux qui sont venus me les picorer. C'est les légumes dits d'hiver que je vais planter là prochainement pour qu'ils aient le temps de se développer d'ici chez moi mi-novembre, quand vraiment il fera froid. Il faudra qu'ils aient atteint leur plein développement. Il y a encore des brocolis, il y a encore des choux rouges, il y a encore des choux de Milan, il y a encore des, qu'est-ce que j'ai dit, brocolis peut-être, oui. Ouais, le soleil tape quand même un peu sur la tête, je ne sais plus ce que je dis, choux de Bruxelles, etc. Et puis il y aura des poireaux, quelques fenouilles, quelques différentes salades d'hiver, des côtes de bête, des betteraves rouges que je vais faire par contre en semi-direct. Si jamais la tendance est à la pluie ce week-end, comme c'est en partie annoncé juste avant ces pluies, je vais faire un certain nombre de semi-directs et il est plus qu'urgent de planter ces plants-là qui sont en pleine souffrance parce qu'évidemment, à la différence d'un plant qui est dans le sol, celui-là, ces mycorhizes, s'il en a, sont confinés là-dedans et ne peuvent pas l'aider beaucoup. Alors que si ce plant était sous terre, il serait connecté avec des réseaux qui iraient chercher l'eau, l'humidité, les éléments minéraux beaucoup plus loin, peut-être 30-50 cm autour de ce plant. Donc là, c'est de la torture, ne me dénoncez pas à Brigitte Bardot. Enfin bon, dénoncez-moi après de Brigitte Bardot, la vieille, je veux bien me la farcir, je veux bien discuter avec elle, hein, le reste, non. Alors, 31 juillet, donc le lendemain de la séance de hier, il ne fait pas encore trop chaud, mais a priori ça va cogner, et donc récolte des tomates que j'ai filmées hier, effectuées, comme je vous l'indiquais. Notre récipient usuel est une panière à linge, pour accueillir cette récolte, et je vais vous filmer ça en gros plan. Rassurez-vous, il y a aussi une ou deux ou trois courgettes, donc il n'y a pas que des tomates là-dedans. Voilà donc la récolte, et notamment donc cette fameuse, à mon avis, Grégory Altaï, puisque donc elle fait de façon très précoce ces très grosses tomates, contrairement à d'autres variétés précoces du type de celle-là. A priori, ça doit être Stupis. Il y a Tigerella qui est à peu près du même calibre. Donc ça, c'en est une que je retiens. Et donc dans sa forme greffée, la croissance continue au niveau du potager, et par conséquent, je vais continuer à favoriser cette variété qui réunit différents critères. Il manque une dégustation, mais comme vous savez, goût et couleur sont une affaire de personne, mais j'en ferai quand même goûter à des visiteurs pour qu'ils apprécient comparativement à d'autres variétés le goût, l'arôme, pour avoir une idée. Enfin moi, celle que j'ai mangée, je l'ai trouvée tout à fait correcte, tout à fait bonne. Bon, 3 verres d'eau gazeuse plus loin. Concluant cette vidéo, alors je ne sais pas si les images, je ne les ai pas encore montées, mais si les images vont bien rendre ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, donc cet essai de l'efficacité du greffage des tomates en milieu de serre. Hein. Je rappelle que l'essai était parti du fait que la position de la serre et de mon tunnel dans lequel je cultive les tomates en extérieur, tout en les protégeant des précipitations pour contrôler le mildiou sans aucun usage de cuivre. Le cuivre, je me l'interdis. Je rappelle que c'est un poison d'une violence inouïe pour un sol, pas pour les hommes,
consommer autant de produits bio traités au cuivre que vous voulez, il n'y a aucun risque. Simplement, sachez que les sols dont proviennent ces tomates ou ces fruits, ces légumes sont empoisonnés au cuivre. Donc j'étais parti de là et voyant année après année des petits signes de petits problèmes sanitaires, essentiellement du côté du sol, en dehors du mildiou sur la partie aérienne, problème du sol lié à l'un ou l'autre des éléments en partie évoqués dans cette vidéo, des nématodes parasites des racines des tomates, qui peuvent, par leur piqûre, engendrer des sortes de nécroses, donc les racines meurent et perdent leur efficacité, sans parler du prélèvement de sève qu'opèrent ces vers microscopiques qu'on appelle des nématodes. C'est une maladie qui se développe dès lors qu'on ne pratique pas de rotation suffisamment longue avec les tomates et pas que les tomates. Deuxième risque, c'est un certain nombre de champignons, parasites, ceux-là, des racines qui peuvent petit à petit s'installer, là encore, dès lors que pour avoir des tomates précoces, je suis amené à cultiver tomate sur tomate sur tomate chaque année dans la même serre, vu que je n'en ai qu'une, donc je ne peux pas faire de rotation. Le troisième facteur de maladie est sans doute celui que j'ai évoqué à propos du pied de Stupis malade, c'est donc le risque que certains pucerons des racines cultivés, élevés par des fourmis, finissent par tellement gangréner les racines que celles-ci pourrissent et peuvent conduire à la mort de ces pieds de tomates, ce qu'on a vu sur celui que j'ai arraché en dernier quand j'ai terminé ma boucle. Donc, sachant ces problèmes, j'ai cherché une solution qui ne fasse pas appel à des produits de traitement, y compris des produits de traitement bio, dont j'estime qu'ils ont très souvent, même si c'est à moindre degré que le cuivre, des effets négatifs. Et par conséquent, j'en étais venu à me poser déjà l'an dernier, mais je l'ai fait ce printemps, la question de l'efficacité du greffage. Et donc, le petit tour que je vous ai fait, pour moi, est absolument spectaculaire. Aucun pied greffé, aucun, ne donne des signes de maladie ou de faiblesse de croissance ou de feuilles roulées. Ils sont tous à peu près à ma hauteur. Ils sont tous montés sur 6, 5, 7 branches, tellement ils avaient de vigueur. Donc j'ai multiplié les ficelles pour leur donner de l'espace tout en pinçant ou en taillant les gourmands pour éviter une masse trop importante. Donc déjà ça, c'est un signe, alors que du côté des non greffés, vous avez vu ce pied de Stupis que j'ai arraché, carrément mort. Vous en avez vu un autre qui ne produit plus rien que des 3 malheureuses tomates de cette taille. Donc lui est malade, je ne sais pas de quoi puisque je ne l'ai pas arraché. Vous avez vu un Grégory Altaï non greffé qui est honorable mais qui ne produit plus grand-chose, plus de fleurs, plus de petits fruits, alors que celui qui est greffé a toute la panoplie des fruits, depuis les fruits mûrs jusqu'aux fleurs, en train de se former à 1,70 m du sol. Donc, pour moi, c'est spectaculaire en ce qui concerne la capacité de contrôler ou de ne pas livrer de faiblesse aux parasites du sol.
que ce soit les nématodes, que ce soit des champignons, que ce soit a priori à vérifier la question des fourmis, ou très exactement des pucerons des racines élevées par des fourmis, les pieds greffés ne montrent aucun des signes de faiblesse liés à ça. Deuxième chose qui m'a sauté à l'œil, c'est la productivité en termes de nombre de fruits, hein, de toutes les tailles, avec des fruits qui, en règle générale, sont un peu plus gros que ceux des pieds francs, c'est-à-dire des pieds de la même variété qui n'ont pas été greffés, des fruits qui se répartissent, donc la croissance qui continue, et donc non seulement le pied est significativement plus vigoureux en termes de développement, mais il produit significativement plus. Et quand je dis significativement, on passe d'une dizaine de fruits moyens à 25-30 fruits légèrement plus grands. Donc c'est un accroissement de la production dans des conditions difficiles tout à fait spectaculaires. En ce qui concerne le retard lié au greffage, puisque je rappelle que j'étais parti des plants, par exemple Grégory Altaï, j'avais fait 6 ou 8 plants, la moitié a été greffée et l'autre moitié n'a pas été greffée. Donc ce sont des plants du même semis et donc je craignais un retard lié au greffage. Donc du fait qu'à un moment donné, quand vous coupez, quand vous greffez, tout s'arrête pendant 8-15 jours, même 15 jours, 3 semaines, avant que la greffe se soit faite et que la croissance reprenne. Et donc, je pensais que cela allait se traduire par un retard à peu près équivalent sur la date de maturité. Ce n'est pas le cas. Il y a bien un décalage, mais il est bien plus faible. Alors je n'ai pas tout noté, comme quoi on a beau avoir des cahiers, vous descendez, vous récoltez vos tomates, vous êtes trop content et vous oubliez de noter 8 jours après, vous dites ah zut, c'était quand, vous ne vous en souvenez plus. Enfin moi je ne m'en souviens plus avec l'état de mon cerveau. Et donc, mais c'est bien plus faible, c'est entre 8 jours et 10 jours, 10, 12. Il y a des différences sur les variétés. Stupis, il y avait un petit décalage. Bloody Butcher, il n'y avait carrément pas de décalage. Le pied greffé a quasiment rougi en même temps que l'autre. Sachant que quand on a deux pieds, ce n'est pas nécessairement significatif. Il faudrait faire un traitement statistique. Ceci étant dit, j'ai bricolé cet essai cette année un peu à la dernière minute. L'année prochaine, pour pas qu'il y ait de décalage, c'est très très simple. Les plants que je vais greffer, je les sème à la fois le porte-greffe et le greffon 15 jours avant. Je vais les décapiter au moment où je fais le greffage, je sème les autres et ils vont arriver à peu près au même stade donc, de développement et par conséquent au même stade de maturité. Ce n'est qu'une question d'organisation. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, il n'y a pas photo l'année prochaine, sauf pépins que je n'ose imaginer de santé, etc. Je grefferai toutes mes tomates, que ce soit les primeurs dans la serre ou que ce soit mes tomates de production en extérieur. Tout sera absolument greffé, ce qui me permet, année après année, de les remettre au même endroit et donc de profiter de ces infrastructures un peu difficiles à déplacer que j'ai mis en place. Et pour moi, il n'y a pas de questions là-dessus. Voilà, et puis pour une fois, je vais m'arrêter avec ces simples considérations et ce simple thème, même si j'ai un tout petit peu évoqué, parce que c'est une urgence,
les semis de fin juillet, début août, qui, chez moi, sous mes conditions climatiques, sont maintenant un tout petit peu à l'ordre du jour. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai une liste là sur des choses à faire. Haricots, je vais prendre le risque, mais c'est typiquement risqué parce que le haricot, on ne le sait pas assez, est un très grand frileux. C'est une des plantes les plus frileuses dans mon potager. Même les aubergines craignent moins les froids que les haricots nains. Donc là, c'est uniquement des nains. Pour aller très vite, ce n'est pas la peine d'embarquer une plante liane. Ah oui, j'ai oublié de mentionner les fèves, qui sont relativement résistantes. J'ai mentionné différents choux, les carottes. Donc je vais encore, et encore plus tard quand j'aurai arraché les pommes de terre, donc on peut être même début septembre encore, semer des carottes qui vont se développer. Des côtes de bête sont relativement résistantes. Les chicorées de type rouge de Trévise, celles qui forment des boules, qui vont se développer puis stocker l'énergie dans les racines pour faire des bourgeons au printemps, peuvent encore être faites. Et puis bientôt, on pourra commencer, donc là on a un peu plus de temps, les oignons blancs qui passent l'hiver. On peut encore faire des, des poireaux, les navets. Navets surtout est une croissance très rapide, donc encore mi-septembre, vous pouvez planter des navets qui vont peut-être pas donner d'énormes navets, mais qui vont en donner. Les betteraves rouges, je ne sais plus si je vous ai dit ça. Donc voilà un tout petit peu sur ce qui va urger maintenant, enfin en ce qui me concerne, dès que j'arrête de raconter des histoires à la caméra, et donc par conséquent à vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. Voilà. Allez, ciao, à une prochaine. Alors, stop, les nouveaux. Vous ne savez pas encore. Bon, ceux qui regardent mes vidéos savent que quand c'est fini, c'est pas tout à fait fini. Il y a très souvent un petit rajout, une ou deux idées périphériques qui me viennent à la dernière minute après le montage. Mais si vous êtes nouveau, ça peut vous surprendre. Alors, première chose, je vais vous rajouter un petit élément sur les mûrissements des tomates, un sujet sur lequel je vois parfois de ces bêtises à se taper la tête contre le mur, mais bon, il n'y a pas de raison de faire mal au mur, ils ne nous ont rien fait. Et je vais d'abord donc traiter la question que j'ai évoquée au début de la vidéo, pourquoi parfois, quand il fait des températures caniculaires, les tomates sont grillées à l'endroit exposé au soleil. Je vais incruster celle qu'il y avait dans la serre. Elle n'y est plus. Alors je ne sais pas, est-ce qu'un rongeur est passé par là? Ou est-ce que mon épouse, en cueillant ce matin, a fait le ménage, estimant qu'elle allait pourrir? Je ne sais pas. Donc, pourquoi une tomate grille, donc surchauffe en quelque sorte, voire parfois cuit? L'an dernier, lors de la canicule, j'ai eu des tomates accrochées aux pieds de tomates et qui étaient molles comme si vous les aviez ébouillantées dans de l'eau. Et pourquoi les feuilles ne cuisent pas de la même manière? Et vous allez voir que c'est assez curieux. Ces feuilles sont celles d'une scarole que j'ai arrachée ce matin parce qu'elle allait monter en graines et que j'ai laissé traîner dehors. Comme vous le voyez, totalement flagada parce que, en gros, toute l'eau que renfermait cette feuille ce matin s'est évaporée en l'espace de quelques heures. Si j'avais mis cette feuille fraîche
à l'ombre ici dans la pièce, ça aurait mis un peu plus longtemps, mais le résultat au bout de 2 ou 3 jours aurait été strictement le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais cette feuille, elle est conçue pour faire plusieurs choses. Bien sûr, la photosynthèse, donc capter le maximum d'énergie solaire. Qui dit maximum d'énergie solaire dit qu'il faut que cette feuille s'expose au rayonnement du soleil. La mettre à l'obscurité ne sert à rien. Si les végétaux n'avaient pas des mécanismes d'adaptation leur permettant de contrôler la surchauffe, le fait de s'exposer comme ça, grande surface à plat, d'une couleur vert plutôt sombre, serait catastrophique. Ce serait brûlant comme le capot de nos voitures. Alors que font les plantes? Les plantes évaporent de l'eau, évaporent de très grandes quantités d'eau. C'est leur façon de se climatiser et de maintenir une température des feuilles compatible avec les mécanismes biologiques, compatible avec le fait que les protéines, les enzymes et tout ce qui constitue les cellules ne soient pas cuits. Sinon, plus de mécanismes pour nourrir la plante. Et donc, elles ont sur la face supérieure de leurs feuilles, certes une petite cuticule, une couche qui limite l'évaporation sur toute la surface, mais cette couche est percée de ce qui s'appelle des stomates, c'est-à-dire des petites ouvertures par lesquelles la plante peut de façon contrôlée, parce qu'elle peut fermer ou ouvrir ces stomates, de façon contrôlée, échanger donc de la vapeur d'eau et les gaz nécessaires à la photosynthèse. En clair, le dioxyde de carbone rentre dans la feuille pour être transformé grâce à l'énergie solaire et l'oxygène, qui est donc le déchet de ce mécanisme, sort pour qu'il y ait de l'oxygène dans l'air pour que nous puissions respirer. Et donc, ces stomates sont la cause ou le mécanisme par lequel les feuilles flétrissent, mais se rafraîchissent, à condition que la plante trouve assez d'eau dans le sol. Donc n'essayez pas de faire économiser de l'eau à une plante. Je reviendrai sur ce sujet un jour quand je traiterai proprement et de façon organisée la question de l'eau, de l'arrosage et tout ce qui va avec. N'essayez pas d'économiser l'eau ou de faire économiser de l'eau à vos plantes. Elles ont besoin de gaspiller de l'eau pour se rafraîchir. De la même façon qu'en ville, on met des brumisateurs pour que les enfants puissent se rafraîchir, de la même façon que de temps en temps, on pique une tête dans une piscine et quand on sort, les gouttes d'eau qui s'évaporent sur notre peau, quand il fait des températures caniculaires, nous donnent une agréable sensation de fraîcheur. Les fruits. Ce fruit donc, je vais y venir dans un instant, était posé dans mon garage depuis 2 à 3 semaines. Je n'ai malheureusement pas noté la date. Vous voyez qu'il n'est en rien flétri. Il a cette couche cireuse brillante qui fait que ce fruit retient l'eau. Alors il faut se poser la question, pourquoi le fruit retient l'eau alors que les feuilles ne retiennent pas l'eau? Le fruit, on n'y pense pas assez, mais pourquoi ils sont colorés? Pourquoi ils ont des arômes qui sentent, parfois loin? Pourquoi ils sont sucrés? Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour le jardinier. Il y a 50 millions d'années ou 30 millions d'années, quand les plantes se sont mises à faire des fruits, ils ont créé ces délicatesses, alors bien plus petits, les tomates sauvages, c'est à peine des groseilles.
mais c'est suffisant pour attirer des animaux qui se jettent dessus parce qu'ils ont soif. En ce moment, je trouve des tomates qui ont été attaquées, celles qui sont près du sol sans doute par des rongeurs, et un certain nombre sont picorées par des oiseaux qui ont soif et qui viennent se désaltérer sur les fruits de mon potager. Et donc ce fruit, en fait, il doit rester sucré, aromatique, juteux pour attirer un animal qui va le niaquer et qui va colporter les semences. Il va faire caca plus loin, des fois beaucoup plus loin, et il participe donc au mécanisme du vivant qui est de conquérir le plus possible d'espace. Chaque espèce va essayer de s'étendre dans une zone climatique, des sols, etc., qui lui est favorable. Et donc, le fruit est conçu pour ne pas perdre d'eau. Et patatras, ce qui était l'avantage de la feuille, je gaspille de l'eau, donc je me rafraîchis et par conséquent je ne brûle pas, devient l'inconvénient du fruit lorsque les chaleurs et surtout l'intensité du soleil devient trop important. La face du fruit exposée au soleil va en quelque sorte griller parce qu'il n'a pas de moyen de se climatiser. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que souvent les fruits sont cachés sous les feuilles. Si vous êtes curieux, revenez sur une vidéo qui doit s'appeler Vite cueillons, j'ai des invités ou quelque chose du genre, où je bute sur la question de savoir pourquoi la framboise cache, le framboisier cache ses framboises sous des feuilles. Voilà la réponse. Que je n'ai pas trouvé spontanément quand j'ai filmé dans les framboisiers, ce qui montre que des fois ça ronfle là-dedans. Alors ronfle au sens de roupiller. Premier point. Le deuxième point, donc, on va examiner le rougissement des tomates, mais je vais d'abord vous insérer une petite séquence. Alors n'attendez pas de moi que je vous fasse visiter mon garage. C'est un bordel innommable et je pense que vous êtes assez grand pour organiser votre propre bordel, mais il y a dans ce garage quelque chose de surprenant. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Alors voilà la surprise du chef. Vous allez me dire quoi? Une tomate? Alors je vous raconte, il y a 2 semaines, peut-être même 3, mais au moins 2 semaines, en attachant, comme vous avez vu faire, des tomates, j'en fais tomber une qui était encore verte. Et alors, malheureusement, je n'ai pas sorti la caméra pour filmer. De toute façon, j'aurais pu truander après coup si vous ne me croyez pas. Donc, je me dis, je vais la mettre là, au frais, dans le garage, au noir, comme vous pouvez le voir, enfin, noir, obscurité. Il y a bien 2 petits soupirails qui font rentrer un tout petit peu de lumière, mais très, très, très loin du soleil et de la chaleur. Et donc, 2 ou 3 semaines plus tard, je retrouve cette tomate parfaitement mûre, sans rien faire. Explication? Je vais me mettre au frais au bureau. Alors donc voilà, vous avez compris donc que les tomates rougissent sans soleil et sans lumière dans la fraîcheur d'une cave. J'aurais pu l'envelopper dans un papier alu, le mettre dans le tiroir de mon bureau ici, et 2-3 semaines plus tard, je la retrouvais mûre. Alors, ce type de fruits qui rougissent indépendamment, enfin qui mûrissent, changent de couleur, indépendamment de la lumière, etc., ce sont des fruits qu'on appelle
climactériques. Climactériques voulant dire qu'ils sont sensibles à une hormone végétale qui est une molécule d'une simplicité consternante, c'est l'éthylène. Et donc, plus j'enveloppe un fruit, au plus je le mets dans une corbeille avec d'autres fruits qui doivent cependant être physiologiquement mûrs. Si je cueille une petite tomate où l'accumulation des sucres qui, dans un premier temps, sont plutôt des acides. Quand vous croquez un fruit qui n'est pas mûr, il est très très acide parce que la nature, la physiologie des cellules produit d'abord tout un ensemble d'acides qui sont ensuite transformés en sucre. Et donc le fruit qui était d'abord acide devient de plus en plus sucré. Et donc une tomate verte, mais qui est physiologiquement mûre, c'est-à-dire la formation des graines, l'accumulation des sucres, etc., c'est déjà fait, mais elle est encore verte, elle n'a pas changé de couleur. Vous la cueillez, vous la mettez à l'obscurité. Le phénomène de mûrissement au sens de changement de couleur va être déclenché en fait par l'éthylène. Et si vous voulez accélérer ce processus, mettez-la dans une corbeille avec d'autres fruits climactériques, la pomme, la poire, la banane. La banane est un des fruits les plus climactériques. D'ailleurs, en Afrique, dans les bananeraies, on mange des bananes vertes qui sont parfaitement mûres, délicieuses, goûteuses et tout. Et donc, vous les mettez avec ces fruits qui émettent de l'éthylène et elle va automatiquement changer de couleur. Alors, si je vous en parle, c'est que, et quand je parlais de se cogner la tête contre le mur, c'est que je vois des gens qui coupent les feuilles fonctionnelles, pas les feuilles desséchées malades. Je parle de feuilles vertes fonctionnelles d'un pied de tomate pour, soi-disant, disent-ils, parce qu'ils ignorent la biologie, que le fruit soit au soleil et qu'il mûrisse. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que donc la feuille fait la photosynthèse, fabrique des sucres qui vont aller dans le fruit, remplir plus vite le fruit, et une fois qu'il est rempli, que les graines se sont formées, qu'il est donc physiologiquement mûr mais encore vert, le processus de mûrissement peut s'enclencher. Donc de mûrissement au sens changement de couleur. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas couper les feuilles de vos tomates, sauf si elles sont gravement malades, les feuilles du bas. Sinon, c'est exactement le contraire de ce qu'il convient de faire. Deuxième chose, vous comprenez pourquoi, lorsque vous vous jetez sur la première tomate qui rougit sur un pied de tomate, vous ralentissez la maturation des autres fruits, puisque cette tomate va émettre de l'éthylène qui va en quelque sorte contaminer les autres fruits physiologiquement mûrs mais encore verts par l'éthylène qu'elle va émettre. Alors si vous voulez accélérer la maturation de vos tomates, au risque de passer pour un doudingue, mais biologiquement, scientifiquement, vous aurez raison, suspendez des bananes avant de les manger dans vos pieds de tomates. Le voisin dira, ça y est, Didier, il est totalement fêlé. Je le savais déjà à 95%, maintenant il l'est à 99%, et il se trompe. Et suspendez ces tomates qui vont émettre de l'éthylène et accélérer la maturation de vos fruits. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion. Physiologiquement mûr, physiologiquement mûr, vous le voyez. Vous voyez que le vert n'est plus le même vert terne, ça devient un vert plus jaunâtre. Et vous voyez à la taille du fruit, vous voyez que à sa consistance, vous voyez que la pulpe avec les graines et tout ça s'est formé. Donc à ce moment-là, on enclenche la phase finale de changement de couleur. Vous comprenez aussi qu'on peut accélérer
la maturation des tomates en les couvrant d'une housse pour éviter que dans les régions où il y a beaucoup de vent, l'éthylène soit systématiquement balayé, surtout si c'est des pieds relativement isolés. Si vous avez le producteur professionnel qui a tout un champ, l'éthylène qui part du pied à gauche qui est entraîné par le vent va donner un signal au pied juste à côté qu'il faudrait songer à changer de couleur, et au pied suivant, et au pied suivant. Donc là, ça jouera moins, mais si vous avez une rangée de pieds de tomates et que le vent est de travers, le gaz part. Mauvais jeu de mots pour finir. Avec ça, je vais vous laisser parce que là, maintenant, même les nouveaux ont compris que mes vidéos sont longues. Allez, ciao!